Alors, merci à tout le monde d'être présent pour notre 11e activité de perfectionnement pour l'exercice 21-22. Nous tenons à remercier tout particulièrement Patrimoine canadien et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier aux activités du REFAD. Des remerciements tout particuliers à M. Jean-Philippe Racine, qui est président fondateur du groupe CyberSWAT, qui a accepté de présenter cet atelier aujourd'hui à propos des enjeux de cybersécurité dans le monde de l'éducation. À propos de M. Racine, grâce à ses 20 années d'expérience dans le secteur des technologies de l'information et à ses nombreuses certifications information, M. Racine possède désormais plus de 16 ans d'expérience dédiée à la sécurité de l'information. Il a commencé sa carrière dans des mandats opérationnels, gestion de serveurs et de coupe-feu, analyse quotidienne des vulnérabilités, tests d'intrusion et de réseaux sans fil, etc. Il réalise aujourd'hui des mandats tactiques et stratégiques en sécurité de l'information. En ce qui a trait à sa formation, M. Racine détient une maîtrise en administration, option gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information à l'Université de Sherbrooke. M. Racine s'est également spécialisé en obtenant plusieurs certifications, dont celle de Certified Information Systems Auditor, de Certified Information Systems Security Professional, et puis aussi de certificat de Cloud Security Knowledge de l'Alliance Cloud Security. Donc, sans plus tarder, bonjour, M. Racine, et à vous la parole. Oui, merci bien. Et je veux juste reconfirmer avant de démarrer, est-ce qu'on voit toujours bien mon écran lors du démarrage de l'enregistrement? Il y a eu un petit changement de mon côté. Parfait, super. Merci bien de cette belle entrée en matière. Je vais aussi me présenter, mais sous un autre angle dans un instant pour que vous sachiez un peu d'où je viens. Juste pour vous mentionner, les personnes participant à la formation, là, je vais transférer la présentation d'aujourd'hui en format PDF. Vous allez pouvoir accéder aux ressources. Il y a aussi des liens, des références et tout ça. Avec le document, vous allez pouvoir aller voir tout ça. On me demande souvent qu'est-ce qui a fait que j'ai atterri dans le domaine de la sécurité. Et bien, cette histoire-là a commencé en 2001. Je commençais tout juste ma carrière et il y a un soir, je suis rentré à la maison et je me suis aperçu que mon écran d'ordinateur était déjà allumé. Par la suite, j'ai remarqué que la souris bougeait, que les dossiers étaient en train d'ouvrir directement sur mon ordinateur et clairement, il y avait quelqu'un qui était rentré dedans. Ni un ni l'autre, je vais en arrière de l'ordi, je tire sur le fil et là commence l'enquête. Qui a rentré dans mon ordi? Depuis quand? À quoi il a accédé? Et finalement, sans rentrer dans tous les détails, force est de constater que parfois, la menace, ça peut être plus proche qu'on pense parce que c'était un de mes collègues de travail de l'époque qui voulait me jouer un vilain tour que je n'ai pas trouvé drôle. Et ça, un événement comme ça laisse des traces. Puis je suis resté vraiment traumatisé, faisant en sorte qu'à tout moment, je me demandais s'il n'allait pas avoir quelqu'un d'autre qui allait vouloir rentrer dans mon système. C'est là que j'ai commencé à faire toutes ces formations et certifications-là qui étaient dites en introduction, jusqu'au jour où je me suis senti suffisamment connaissant dans le domaine pour devenir en quelque sorte le Superman des organisations. Eh bien, malgré toutes ces connaissances-là que j'ai acquises dans les dernières années, il faut que je vous le dise, j'ai passé au travers, je prends presque plus de pilules suite à bien des psychothérapies, mais ma blonde continue à trouver ça compliqué de se brancher sur le réseau Wi-Fi à la maison. J'essaie de ne pas être un cordonnier mal chaussé. Tout ça pour dire que c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise Groupe CyberSWAT et notre mission est de contribuer à la pérennité des entreprises et des organisations en protégeant leurs informations les plus critiques. Puis on le sait aujourd'hui, les organisations détiennent de plus en plus de renseignements personnels sur des individus. Donc, ultimement, ce qu'on veut, c'est protéger les gens. Quand je parle de protéger les gens,
eh bien, il y a des cas concrets qui arrivent dans l'actualité. C'est des gens qui vont subir des vols d'identité. Et ici, c'est un exemple justement qui provient du domaine de l'enseignement. Je ne sais pas si vous n'aviez entendu parler à l'époque, mais il y avait plus de 50 000 là, dossiers qui avaient été volés. Il y avait 400 enseignants qui avaient été officiellement affectés, qui ont dû porter plainte à la police suivant un vol d'identité. Parmi ces gens-là, on a Mathieu Coderre qui a dû passer des mois à faire des procédures avec Equifax et autres institutions financières pour ramener ces données à lui, en quelque sorte, et faire effacer des dettes. Puis ça, j'ai une question pour vous dans la fenêtre de chat. Combien de dettes vous croyez qui avaient été contractées en son nom lors du vol d'identité que Mathieu a subi? Est-ce qu'il y en a qui ont des hypothèses? Et je rappellerai que ce n'est pas juste une question d'argent, c'est vraiment, il faut penser là, aux conséquences psychologiques aussi, la manière dont Mathieu l'a appris, c'est vraiment les huissiers qui ont appris comme quoi il devait certains montants d'argent qui n'étaient même pas au courant. Fait que je vois des montants, on parle de 50 000, 100 000 dans le chat. Eh bien, on va dire qu'il était chanceux parce qu'on parlait plutôt d'un montant de 12 000 mais pensez à toutes les autres conséquences que je parlais. C'est là où, en prenant la peine de bien protéger les renseignements personnels des gens, que ça va vraiment aider la société. Il y a d'autres organisations, bien sûr, qui subissent des attaques. Et ici, je vais mettre l'accent sur un problème en particulier. Vous avez peut-être entendu l'année passée, dans la période des impôts, on tombe un peu dans cette période-ci, à cette date-ci. Là, il y avait plusieurs comptes qui ont dû être verrouillés parce qu'il y avait des malfaiteurs qui se branchaient sur les comptes des individus. Puis ça, on appelle ça des attaques de bourrage d'identifiants. C'est quoi exactement? C'est que les pirates informatiques retrouvent des listes d'utilisateurs et de mots de passe, de courriels et de mots de passe qui sont associés au courriel, et là, vont les essayer sur d'autres sites Internet. Fait que oui, ça peut être sur le site de l'Agence du revenu, mais ça peut être sur le site de votre employeur. Donc, à ce moment-là, si vous utilisez le même mot de passe à plusieurs endroits, ça devient problématique. D'où l'importance d'avoir des mots de passe différents. Pour vous donner une idée, savoir si peut-être vous êtes affecté par une situation de ce type-là, il y a un site que je vous conseille qui s'appelle Have Been Pwned et vous pouvez entrer votre adresse courriel professionnelle ou votre adresse courriel personnelle. Et quand vous entrez ça, ça va vous lister si votre adresse courriel fait partie des grosses brèches de données qui sont survenues dans le marché. Bien sûr, si vous ne trouvez rien, ce n'est pas une garantie qu'il n'y a jamais eu de brèche de données qui vous concerne, mais ça peut être un indice et celles qui vont afficher, ça va être des cas confirmés. Et ça, il n'y a personne qui est à l'abri parce que si vous entrez mon adresse courriel à moi, vous allez trouver que j'ai personnellement je fais partie là, de brèches de données. Et ce n'est pas mon entreprise directement qui s'est fait pirater. Ça se trouve, dans ce cas-ci, on voit l'exemple avec Canva, qui est un super beau site web pour faire des images qu'on va partager sur les réseaux sociaux. Eh bien, un jour, des pirates sont rentrés dans Canva et ont extrait la liste des courriels et des mots de passe associés. Fait que ça, il faut être au courant. 2, si c'était votre cas, il faut se poser la question, est-ce que j'ai utilisé le même mot de passe chez Canva que chez mon employeur ou pour mon site de la banque, par exemple? Et dans mon cas, j'ai des mots de passe différents pour tous mes sites web. J'ai plus de 600-700 mots de passe différents. Et j'ai juste eu besoin d'aller changer le mot de passe à cet endroit-là. 15 minutes plus tard, problème réglé, puis je n'ai pas besoin de m'en faire plus que ça. La question, c'est, OK, mais comment je fais pour conserver tous ces 600-700 mots de passe-là différents? Il existe des logiciels
où ce qu'on va pouvoir emmagasiner l'ensemble de ces mots de passe-là. Les gens qui vont préférer installer ça localement sur leur ordinateur ou sur leur téléphone intelligent pourraient aller vers des logiciels comme KeePass ou bien il y a des logiciels infonuagiques également qui existent comme OnePassword ou LastPass. Bien sûr, le mot de passe principal pour protéger de tous ces mots de passe-là, lui, il va falloir le savoir, éventuellement le changer un jour aussi et bien le protéger pour être certain qu'aucun pirate va le prendre. Et bien, une fois qu'on utilise ce type de logiciel-là, ça devient facilitant parce qu'il y a toutes sortes d'intégrations qui peuvent être faites sur notre navigateur web qui vont permettre d'entrer automatiquement les mots de passe. D'un côté, oui, on se complique la vie avec des mots de passe différents, mais les logiciels spécialisés vont finalement nous permettre de nous faciliter le travail. Et là, ben, pour être certain qu'un pirate ne vole pas ce mot de passe-là et puisse se connecter dans nos systèmes, on va mettre en place ce qu'on appelle l'authentification en 2 étapes, ou vous pourriez entendre aussi l'authentification multifacteur. Et ce que vous voyez à l'écran en ce moment, ça va être, c'est avec le logiciel Microsoft Authenticator. Si chez votre employeur, vous utilisez les outils de Microsoft principalement, c'est possible que vous ayez à vous connecter avec un second code qui affiche ou des fois, ça peut être un pop-up qui apparaît sur votre téléphone, par exemple. On est là, on entre notre utilisateur mot de passe et hop, il y a comme un autre élément qu'il faut pour confirmer notre identité, faisant en sorte que si un jour on se fait voler notre mot de passe, ben, le pirate doit aussi être en possession de notre téléphone, par exemple, pour réussir à accéder aux ressources. Ça, c'est vraiment un élément qui vient aider beaucoup les environnements, à protéger vos données. Et ici, vu que je disais que je prenais presque plus de pilules et que je ne suis pas parano du tout, il y a aussi d'autres moyens, comme une genre de clé USB de ce type-là. Donc, moi, pour les ressources les plus importantes, je vais devoir non pas juste entrer un code à 6 chiffres supplémentaires, mais insérer cette clé-là dans mon ordinateur, entrer un NIP et mettre mon empreinte digitale pour être capable d'accéder à la ressource. Fait que là, ben, celui qui voudra accéder, il faudra qu'il me kidnappe, aille chercher dans ma tête le NIP et me coupe le doigt en plus. Fait qu'on espère que ça n'arrivera pas. Maintenant, pourquoi vous devriez vous intéresser à la cybersécurité? Ben déjà, j'imagine que si vous êtes venu aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain intérêt, mais l'élément clé, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dépendant des technologies. Notre vie dépend de toutes ces technos-là. La journée que l'Internet ne marche plus, que notre téléphone ne marche plus, notre poste de travail ne marche plus, c'est la panique totale. Juste un matin où ce que mon courriel ne marche pas, moi, je ne sais pas pour vous, mais je panique pas mal. Et là, ben, en plus, avec l'avenue du télétravail à la maison, dans votre situation particulière, en plus, je crois comprendre que vous enseignez régulièrement à distance, fait que ça pourrait être un mode que vous adoptez même après la pandémie. Ben, ça amène des nouveaux risques. Les pirates se sont adaptés et là, quand on est à la maison, on ne bénéficie plus de 100% des ressources de sécurité qu'il y avait au moment où on était au bureau. D'où l'importance d'être très vigilant. Et ben, il y a beaucoup de personnes ou d'organisations qui ont un faux sentiment de sécurité. Et ici, j'ai quelques fausses croyances que j'entends régulièrement là, et qu'on va déboulonner en quelques instants. Par exemple, des fois, je vois des responsables informatiques qui disent ben, j'ai délégué mon informatique à un fournisseur, ce n'est plus ma responsabilité. Ou encore, toutes mes données sont dans le cloud ou dans l'info nuagique, donc c'est le fournisseur qui est responsable. Vous pourriez penser que parce que vos données sont maintenant hébergées dans des outils Microsoft, qui est une très grande entreprise, que par défaut, c'est protégé. Mais ce qu'il faut distinguer, c'est vraiment la sécurité du fournisseur versus la configuration de sécurité qui va être en place. Il pourrait y avoir 2 organisations qui utilisent les outils de Microsoft ou les outils de Google et qui sont configurés différemment. Et justement, il y en a une qui n'impose pas l'authentification en 2 étapes et une qui le met en place avec une bonne politique de mot de passe. Puis ça, ben, le mot de passe, c'est juste un exemple, mais il y a souvent des dizaines de configurations.
possible. Et il y a le comportement, bien sûr, des utilisateurs. Après ça, une autre fausse croyance, c'est mes informations n'ont pas vraiment de valeur pour les pirates. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que ce soit les informations dans le quotidien qui manipulent ou pour l'ensemble de l'organisation. Et ici, j'ai des nouvelles pour vous. Il y a un site web qui existe là, qui s'appelle le Dark Web Price Index. Ça, le Dark Web, c'est l'endroit où souvent les malfaiteurs vont échanger dans ce qu'on appelle le web caché, en quelque sorte. Ils vont échanger des mots de passe, ils vont échanger de l'argent illégalement. Il y a comme un marché un peu comme à la eBay, mais illégal. Et ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est justement un exemple d'imprime-écran où les gens vont afficher, voici l'échantillonnage que j'ai, qui est une preuve que je détiens bel et bien des numéros de carte de crédit. Et là, si on ne croit pas la personne que les numéros de carte de crédit sont valides, on peut même demander un échantillon pour goûter au bon stock du malfaiteur. Et suivant ça, on fait notre transaction. Et là, j'ai des questions quiz pour vous. Et dans la fenêtre de chat, dans ce fameux Dark Web Index, là, où il y a des chercheurs qui sont allés voir combien nos données valent, combien vous pensez qu'un compte de banque en ligne avec lequel on a volé le mot de passe, là, puis qu'on garantit qu'il y a au moins 2000 $ quand on va se brancher dans le compte de banque, combien vous pensez que ça vaut en dollars USD? Vous pouvez y aller dans la fenêtre de chat ou si jamais vous n'êtes pas trop gêné, vous pouvez toujours ouvrir votre micro. Je vois qu'il y a tout le temps, on va voir là. Ah, OK, ça commence à rentrer. Il y a tout le temps un petit délai là, dans le chat. Fait que je vois quelqu'un qui indique 10 000 $. Un indice, c'est moins que 10 000. Quelqu'un d'autre, 500 qui dit mieux. En fait, on parle de 65 $. Fait que c'est à la fois élevé et pas élevé. Si quelqu'un a volé 10 000 numéros de compte de banque, là, ça commence à valoir un méchant pactole. Par contre, pour la personne qui achète, ça revient vraiment pas cher. Fait qu'il y a un incitatif aux gens à acheter ça. Puis si on continue, une carte de crédit avec 5 000 $ disponible, on parle de 120 $. Un passeport, là, il y a une variation entre des copies de passeport versus fabriquer un faux passeport. On parle entre 100 et 3 800 $. Il y a aussi une base de données de 2,4 millions de courriels qui appartient à des Canadiens qui étaient en vente à 100 $ et un virus qu'on peut acheter pour 5 500 $. Puis ce qu'on dit à ce moment-là, c'est que ce que ça dit, c'est qu'on n'a plus besoin d'être techniquement avancé. Il suffit d'aller sur le Dark Web, aller acheter un nouveau virus qui n'est pas encore détecté et là, on va le télécharger et on va l'envoyer dans le marché pour aller récupérer de l'argent nous-mêmes. Fait que ça, c'est quand je vous dis, quand on parle de la fausse croyance, mes données ne valent pas de l'argent, vous vous trompez, elles valent de l'argent. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu une expérience de piratage? Je ne sais pas s'il va y avoir quelqu'un qui va être se dégainer, qui voudrait intervenir. Vous pouvez ouvrir votre micro. Hein, dans un grand groupe comme ça, ce n'est pas tout le temps évident. Bon, s'il n'y a personne qui se prononce, je vois quelqu'un dans le chat. Qui mentionne que son ordi faisait la même chose que j'ai dit, donc sa souris bougeait. Nous, de notre entreprise, vu qu'on est en cybersécurité, on voit plusieurs cas. Par exemple, un cabinet de dentistes dans lequel on est intervenu un jour et il y a eu une attaque où toutes les données ont été effacées. Après ça, la personne se dit, bon, c'est correct, je vais aller chercher mon backup. Finalement, il s'aperçoit que le backup avait aussi été effacé. Et après ça, il dit, c'est correct, j'ai un backup également dans un coffre-fort. Sauf qu'ils n'ont pas pris la peine de désinfecter les systèmes avant de brancher le backup qui était dans un coffre-fort. Puis là, lui aussi s'est fait effacer. Là, c'est juste là qu'ils nous ont appelés. Fait que, sans rentrer dans tous les détails, ça a été un dossier relativement compliqué. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quoi justement les acteurs, c'est quoi les menaces qui nous guettent comme telles. Dans un premier temps, ça va être les activistes.
ceux qui sont, par exemple, contre les pétrolières, des positions politiques, le profit, le capitalisme. En ce moment même, là, le volet activisme avec toute la guerre en Ukraine et avec la Russie, c'est certain que c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment. Donc, il y a des gens qui peuvent se mobiliser d'un côté ou de l'autre et vont faire des attaques sans nécessairement faire partie des armées respectives des pays. Fait que ça rentre dans cette catégorie-là. Des fois, ça peut arriver sur des entreprises privées qui, justement, mettons, ils ne respecteraient pas toutes les règles d'un point de vue de l'éco-responsable. Puis là, ben, il y a des gens qui sont contre cette entreprise-là. C'est des situations différentes. Après ça, on pourrait avoir le cyberespionnage qui est entre les pays ou encore la compétition, par exemple. Il y a certains pays comme la Chine et la Russie qui ont une moins bonne réputation dans le domaine et qui sont souvent soupçonnés au travers des controverses là, par rapport à de l'espionnage industriel. Après ça, ben, on a les loups solitaires qui, eux, sont peut-être sur l'appât du gain, le défi, la réputation. À une certaine époque, ils pouvaient dire leur nom, mais maintenant, ils vont se cacher sous des pseudonymes parce que ben, là, les lois sont de plus en plus sévères. Si on prend dans un contexte plus de l'enseignement, on pourrait penser à un étudiant qui est peut-être pas satisfait des notes ou qui veut manipuler quelque chose à l'intérieur de l'institution d'enseignement. Puis là, ben, lui, il fait ça pour peut-être l'appât du gain, peut-être pas en dollars, mais pour avoir son diplôme. Après ça, ben, les deux prochaines catégories dont je vais parler, c'est vraiment ce qui a pris de l'ampleur dans les dernières années. Et là, après ça, on va explorer les types d'attaques qui pourraient arriver. Fait que là, il y a le volet du crime organisé. Eux autres, leur motivation, c'est l'argent. Et bien, avant, ils le faisaient par d'autres moyens. Et là, ben, s'ils n'ont pas directement l'expertise pour faire du piratage informatique, ils vont tout simplement payer des gens pour le faire à leur place. Et on en reviendra avec les types d'attaques un peu là, avec comment ils réussissent à faire de l'argent. Après ça, ben, ça, c'est souvent sous-estimé. Ça va être les employés à l'interne ou les fournisseurs. Ce n'est pas tout le temps pour mal faire, mais ça pourrait être une raison accidentelle. Quelqu'un qui transfère une liste d'étudiants à un autre professeur, par exemple, et ben, finalement l'envoie à l'extérieur. Puis là, il y avait des adresses ou d'autres renseignements qui seraient confidentiels. Puis là, ben, ça crée une brèche de sécurité. Bien sûr, on ne conseille pas de transférer les courriels avec de l'information nominative là, comme telle. On va utiliser d'autres outils corporatifs comme si vous êtes dans la suite SharePoint, la suite Microsoft, ça pourrait être un outil comme SharePoint. Par la suite, ben, là, on tombe dans les malfaisants un peu, suite à une perte d'emploi, une fin de contrat. Ben, là, les gens pourraient prendre des actions. C'est pour ça qu'on va vouloir désactiver les accès assez rapidement. Ça pourrait être juste l'insatisfaction de l'employeur ou encore l'appât du gain. Puis pourquoi je parle de ça? C'est qu'il y a une organisation qui s'appelle SalesPoint qui ont fait un sondage et ils ont posé la question aux gens à partir de quel montant vous seriez prêt à vendre votre mot de passe? Et bien, la réponse, c'est qu'il y avait au moins une personne sur 10 qui était prêt à vendre leur mot de passe pour une somme de 1 000 $. Fait que j'espère que parmi vous, vous considérez tous que vous avez le salaire que vous méritez parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Un autre exemple du point de vue des employés, c'est une personne qui a été mise à la porte et quand elle est rentrée à la maison, ben, elle a réussi à prendre le contrôle des serveurs, elle a trouvé les mots de passe de ses collègues de travail, puis là, elle a fait le bordel chez son employeur. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est un événement qui est arrivé aux États-Unis et ben, elle a écopé de 2 ans de prison suivant ça. Fait que ça peut quand même être assez sévère. Et ça, ben, c'est un exemple que l'authentification en 2 étapes aurait pu permettre de prévenir parce que justement, même s'il avait trouvé les mots de passe de ses collègues, vu qu'il n'y avait pas le deuxième facteur entre les mains, il n'aurait pas pu continuer. Après ça, on va regarder les types d'attaques qui peuvent survenir. Il y a plusieurs types d'attaques. Donc, aujourd'hui, je vous en ai gardé 3 spécifiquement. Si jamais à la fin, à la période de questions, vous avez d'autres interrogations sur d'autres types d'attaques, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Une
que je veux quand même ne pas passer sous silence, mais que vous avez peut-être un peu moins de pouvoir là, dans le day-to-day. C'est plus les équipes informatiques qui pourraient intervenir, mais c'est les fameuses attaques de déni de service. C'est quoi exactement? Bien, ça, c'est quand des pirates informatiques vont simuler du trafic Internet ou des clients sur un site Internet, par exemple. Fait que si le site Internet de votre institution d'enseignement est habitué d'avoir 1000 personnes par jour, ben là, le pirate informatique pourrait simuler qu'il y a 1 million de personnes par jour qui vont sur le site. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, c'est l'embouteillage. Plus personne n'est capable de consulter le site devient super lent, etc. Fait que ça, c'est aux équipes informatiques de mettre en place certaines technologies pour pouvoir prévenir ça et contrer ça. Mais ça, il y en a des pirates qui vont faire des attaques pendant quelques heures, puis après ça, vont écrire aux responsables pour dire, bon, ben si vous ne nous payez pas X montant, on va recommencer. Puis, ben, dans votre contexte, ce que ça peut faire comme conséquence, c'est vous empêcher de faire une séance d'enseignement à distance, par exemple. Donc, si les équipements informatiques de votre employeur sont affectés par ça. Ici, j'ai 2 exemples qui sont arrivés au Québec. Plus récemment, on a l'entreprise VoIP.ms, qui est un fournisseur de téléphonie IP qui est au Québec, bien connu du Québec. Et bien, pendant plusieurs semaines, ils ont subi des attaques, faisant en sorte que les clients même ont commencé à se désinscrire parce qu'ils n'étaient plus capables de décrocher le téléphone et d'appeler. Par la suite, si on va plus dans le domaine de l'enseignement, l'année passée, il y avait eu le Cégep de Rivière-du-Loup qui avait subi des attaques de ce type-là et qui, effectivement, la prestation à distance avait été affectée. Il semble qu'il y a eu des cours qui ont été annulés, etc., pendant la période des attaques. Fait que ça, c'est un premier type d'attaque. Maintenant, que vous avez beaucoup de pouvoir et que vous faites partie de la solution, ça va être les attaques d'hameçonnage, qu'on appelle en anglais du phishing. Fort probablement que vous en avez entendu parler. Et bien là, juste pour nous assurer qu'on est tous au même niveau, c'est quoi exactement une attaque d'hameçonnage? Bien, c'est quand que les pirates informatiques vont usurper l'identité d'une personne ou d'une entreprise. Et après ça, il y a plusieurs moyens, là, mais ça pourrait être une communication téléphonique, une communication par courriel, communication par texto. Et là, ben, ils vont essayer de capturer des données personnelles sur vous, par exemple, utilisateur mot de passe, ou bien encore de vous faire exécuter un fichier qui serait malicieux. Et ça, ben, il y a vraiment les statistiques dans le domaine démontrent qu'il y a un réel problème. C'est d'ailleurs la principale porte d'entrée parce qu'on parle souvent des coupe-feux. Et bien là, ça, le fait que les courriels rentrent toujours dans les organisations, soit dans les bureaux ou à la maison, ça bypasse la plupart des protections parce que c'est légitime de recevoir un courriel. Donc, les statistiques, ce qu'elles démontrent, c'est que les attaques de phishing représentent plus de 80% des incidents de sécurité qui sont signalés. Et il y aurait même 17 000 US perdus chaque minute sur la planète à cause des attaques de ce type-là. Et finalement, ben, il y a 94% des logiciels malveillants qui sont diffusés par courrier électronique. Fait que oui, ça peut être quand que vous consultez un site Internet qui serait malicieux, que vous attrapez un virus, mais la plupart des virus vont voyager par courriel. D'où l'importance d'être vigilant quand vous recevez des courriels que vous n'êtes pas certain. Ici, j'ai quelques exemples pour vous et je vais même avoir un petit quiz. Avec ça, dans quelques minutes, on va échanger là-dessus. Dans la fenêtre de chat, est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée de qu'est-ce qui pourrait clocher dans ce courriel-là? Ici, je vais vous mettre l'accent sur 2 éléments en particulier. OK.
OK. Je vois le temps avancer, fait que je vais cheminer. Il y a l'adresse courriel qui ne termine pas. Ouais, exactement. Là, les gens commencent à répondre. Fait que il y a le nom du destinataire qui est probablement pas nous. Il y a le nom de l'expéditeur qui n'est pas un nom de domaine qui appartient à FedEx. Puis dans un instant, vous allez voir qu'il faut faire attention. Et là, en plus, il y a une pièce jointe. Puis là, ils disent faut que vous ouvriez la pièce jointe pour voir le contenu de ce qui a été envoyé. Puis souvent, il va y avoir, il y en a qui vont dire, bon, vous pouvez entrer le mot de passe qui est votre numéro de confirmation. Puis ça, ça permet de contourner des logiciels d'antivirus standard. Et il pourrait y avoir d'autres cas aussi où on reçoit au début un courriel de Desjardins qui nous dit, par exemple, votre mot de passe a été usurpé, vous devez nous fournir de l'information pour faire un changement de mot de passe. Et là, ce qu'on s'aperçoit quand on est sur le site, c'est que là, on voit, oui, l'adresse termine par accéder-desjardins.com, mais il y a d'autres tirets avant. Fait que le nom de domaine, ce n'est pas accéder-desjardins.com. Ça, j'y reviendrai, mais c'est un des éléments clés, c'est savoir reconnaître quand on est sur le bon nom de domaine qui va souvent être un élément clé. Puis en plus, dans ce cas-ci, il demande toutes sortes de renseignements personnels. Donc, plus c'est de ce type-là, posez-vous la question, est-ce que c'est normal que mon institution financière me pose ces questions-là? Il devrait déjà le savoir. En plus, avec le NIP, dans ce cas-ci, la carte de crédit, la date d'expiration et tout ça, si vous recevez ce type de courriel-là qui vous amène vers une page de même, et dans les éléments à faire attention, c'est qu'en plus, les pirates vont faire en sorte que les liens que vous voyez à gauche, s'inscrire, membres, etc., pourraient amener vers le vrai site légitime, ce qui vient donner de la crédibilité. Et bien là, ça, c'est une règle qui est applicable là, mais qui va être applicable dans bien d'autres cas. Si vous n'êtes pas certain de la provenance d'un courriel puis qui vous demande de vous connecter, ouvrez vous-même votre navigateur et allez sur le site du fournisseur. Fait que si c'était le cas de FedEx, vous allez sur le site de FedEx, vous entrez le numéro de référence qui est donné dans le courriel. Et là, vous allez voir s'il est existant ou pas. La même chose pour ce qui est de Desjardins. Vous essayez de vous connecter par vos propres liens favoris. Puis vous allez voir s'il vous demande de changer ou pas votre mot de passe. Ici, un petit truc qui permet, si vous utilisez Google dans ce cas-ci, il y a l'équivalent dans Outlook qui vous permet d'investiguer un peu plus. Est-ce que ça se trouve à être un courriel légitime? Ici, ce qu'on s'aperçoit rapidement, c'est que le nom de domaine est vraiment bizarre et le destinataire, ce qu'il y a après, ça, c'était un de mes employés qui a reçu ça, mais le nom de domaine après là, est complètement farfelu. Fait que quand on se met à regarder, il y a aussi un onglet là, qu'on voit. Pas non, on ne le voit pas, il n'est pas pointé, mais je vais le pointer avec ma souris à l'écran. Il y a un niveau de sécurité qui indique qu'il y a un problème potentiel avec le courriel. Fait que ça aussi, c'est un indice comme quoi qui pourrait être malicieux. Et ici, un exemple un peu plus Microsoft. Ici, je vais rapidement vous indiquer les éléments qui clochent. On a bien sûr le nom de domaine qui n'est pas de Microsoft. Après ça, il y a l'appel à l'action qui fait que les gens paniquent et se disent faut que je fasse une action, mais plus l'appel à l'action est critique, plus c'est suspicieux. Après ça, le logo Office 365, dans les faits, le courriel original était plus, je crois, Microsoft 365. Fait que ça peut être, on pourrait comparer. Puis là, il y a le lien, vérifier maintenant pour voir pourquoi que j'aurais fait bloquer. Ça, c'est justement un lien malicieux. Par contre, ça, il y a plusieurs éléments qui peuvent être évidents d'une certaine manière quand on porte attention. D'ailleurs, il y a là, je n'ai pas la statistique exacte aujourd'hui, mais il y a des études qui démontrent qu'il y en a des pirates qui font exprès d'envoyer ça en fin de journée parce que les gens sont plus fatigués, moins attentifs, et là, ils veulent juste passer au prochain courriel, puis ils cliquent plus facilement. Fait que c'est à faire attention. Ici, on voit un exemple un peu plus sophistiqué. Je ne sais pas si Microsoft Teams est un outil que vous utilisez,
Mais là, ce courriel-là ressemble beaucoup. Ça dit il y a quelqu'un qui vous a écrit. Puis là, veuillez cliquer sur le bouton pour aller voir le message. Puis là, bien sûr, on s'attend à voir une fenêtre de connexion qui va nous demander notre utilisateur et mot de passe. Et là, dans ce cas-ci, l'adresse, ben, il faut être attentif parce que c'est un nom de domaine qui ressemble à Microsoft, mais finalement, c'est MICRSOFT. Et en plus, c'est un .ca. D'habitude, Microsoft va plutôt utiliser un .com. Fait que ça, ben, il faut comparer d'autres courriels qu'on aurait reçus pour être certain que la page nous semble légitime ou bien, ben, un peu comme je parlais d'aller dans son navigateur, on irait dans notre application Teams pour voir à la place de cliquer sur ce lien-là. Et dans des courriels comme ça, ici, on a un exemple. En passant sa souris au-dessus du bouton, bien là, on peut voir c'est quoi la destination. Sur un téléphone mobile, ça peut être plus compliqué de faire ça. Fait que, dans le doute, attendez de retourner sur un ordinateur, puis vous allez pouvoir inspecter plus facilement en mettant votre souris et voir vers où ça va. Ici, ça, c'est des situations un peu différentes. Fait que c'est plus juste une histoire d'aller remplir sur un site Internet, c'est qu'il y a une pièce jointe, puis là, la pièce jointe, ça dit il faut que tu t'authentifies. Fait que là, c'est comme un scénario un peu différent. Puis là, on va récupérer le mot de passe comme tel. Après ça, ça se pourrait que justement, vous vous dites, ben, s'il y a un antivirus, si je télécharge la pièce jointe, l'antivirus va sûrement l'attraper. Mais ici, ben là, on fait activer des macros, des choses comme ça, puis il y a des instructions pour justement exécuter le virus. Et ici, un autre genre de situation où ce que le document qu'on télécharge, lui, ne contient aucun virus, mais on remet un lien web à l'intérieur du document Word. Et c'est en cliquant sur le lien dans le document Word que là, on pourrait se faire infecter. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que ça peut être des attaques de texto. Et là, ben, ici, ça, c'est un exemple concret que quelqu'un m'avait envoyé. Il me disait, ben, comment ça que la personne a sait que je suis en train de renouveler mon permis de conduire? La réponse est simple, c'est qu'il y a 12 mois dans l'année. Et il y a juste besoin d'envoyer ça à 100 000 personnes, puis ben, il va y avoir une personne sur 12 qui est probablement en train de renouveler son permis de conduire, puis elle se sent concernée. Puis encore là, l'adresse était un peu louche, mais c'est ça qui fait que c'est une histoire de volume. Maintenant, j'espère que l'affichage n'a pas trompé, mais ici, je veux vous faire trouver le poisson, on va dire ça comme ça. Donc, entre l'adresse 1 et l'adresse 2, dans ce cas-ci, peut-être dans la fenêtre de chat, laquelle vous pensez qui est l'adresse la plus louche entre les deux? Puis je vous donnerai une explication pourquoi. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour prendre une petite gorgée. On me dit l'adresse 2. L'adresse 2 est louche et effectivement, c'était l'adresse 2. C'est que dans ce cas-ci, on parle, là, je vais l'afficher avec ma souris, le nom de domaine, c'est en fait folders.com. Fait qu'il faut tout le temps le lire de la droite vers la gauche, le nom de domaine, mais avant le slash comme tel. Et même si ça contient drive.google.com, ben, ce n'est pas le nom de domaine, tandis que l'autre, à gauche, ben, c'est vraiment google.com/. C'est pour ça que c'est le bon site. Un deuxième exemple, ici, je n'ai pas fait d'erreur de manipulation, je ne vous ai pas vendu le punch avant. Le 1 ou le 2? On me dit le 1, quelqu'un dit le 1, encore le 1. Effectivement, c'est le 1. La grande différence, parce que ça aurait pu être à gauche, plutôt à droite, ça aurait pu être OneDrive.com peut-être, mais le OneDrive ici contient un 0 quand on regarde celui à gauche. C'est un des éléments qui peut vraiment lever un flag. Fait que ça, c'est des jeux comme ça de graphie que les gens peuvent faire. Par la suite, un dernier. Est-ce que c'est le 1 ou le 2? On me dit le 1. Le 1, vous êtes pas mal bon.
Fait que dans ce cas-ci, c'est que c'est SharePoint avec un e.com, mais que justement, il ne contient pas de E, le nom de domaine officiel du côté de Microsoft. Fait que c'est là qu'il faut vraiment être attentif. Maintenant, un autre type d'attaque, puis aujourd'hui, ça va être le dernier qu'on va regarder, c'est les fameuses attaques de rançongiciel. Et ça, c'est les virus qui prennent nos données en otage. Et ça, j'ai une première question pour vous. C'est quand que les entreprises attrapent un rançongiciel, combien de jours, puis là, vous pouvez répondre dans la fenêtre de chat, vous pensez que ça leur prenne pour revenir à la normale? Quelqu'un dit 10 jours, quelqu'un dit 20 jours. La réponse, c'est 10 jours. Puis la tendance est à se rallonger, hein. Nous, on a même un client que ça y a pris, avant de revenir 100% à la normale, ça y a pris 40 jours. Bien sûr, là, il y a des choses qui fonctionnaient graduellement. Et ben, un élément clé aussi, c'est que selon certaines études, là, ici, c'est le Centre canadien de la cybersécurité, c'est que le montant des rançons euh, est en augmentation. Là, il y a eu une grosse montée là, au début de la pandémie, ça redescend un peu, mais c'était des quelques milliers de dollars, voire des centaines de dollars il y a quelques années. Puis là, c'est des centaines et voire des millions quand que les pirates voient qu'ils ont attrapé une grande, grande entreprise. Et ici, j'ai des exemples par la suite, j'ai des exemples de fenêtres qui seraient des indices que vous venez d'attraper un rançongiciel et qu'il va falloir informer rapidement votre équipe informatique. Ça, c'est un exemple où que, ben, clairement, ça prend toute la place dans l'écran. Et là, ben, il y a des indications, vos fichiers sont chiffrés, vous n'avez plus accès comme tel, puis là, il y a des instructions. Un autre type d'exemple, c'est que là, vous n'avez pas nécessairement un plein écran, mais ça va être des fichiers qui pourraient s'ajouter un peu partout sur votre bureau. Puis là, quand vous ouvrez le fichier, bien là, il y a des instructions. Puis là, ça dit on a pris vos fichiers en otage. Et un dernier exemple de ce type-là, qui a été particulièrement populaire, c'est ça qui a fait en sorte que les rançongiciels sont devenus très connus. C'était WannaCry. Et dans ce cas-ci, ben, on disait tu as X jours pour payer le montant de la rançon demandée et si tu ne payes pas à l'intérieur de ces jours-là, le montant va augmenter et au bout d'une semaine, tu ne pourras pas récupérer du tout tes données. Et tout ça était possible grâce à la fameuse monnaie Bitcoin, qui est la monnaie virtuelle qui permet de faire des virements sans passer par les institutions financières. Puis c'est là que le crime organisé s'est particulièrement intéressé au rançongiciel. Et bien, la bonne nouvelle pour eux, mais pour vous, quand vous attrapez ça, c'est qu'il y a un bouton que vous voyez, Contact Us, fait qu'il y a un super bon service à la clientèle. Ils vont vous répondre, ils vont vous donner toutes les explications pour bien convertir votre argent en Bitcoin et récupérer vos données. Bien sûr, c'est très controversé. On va vouloir plutôt avoir des bons backups qui n'ont pas été affectés par le rançongiciel et récupérer. Et là, ben, un élément clé à savoir, c'est que là, de plus en plus de rançongiciels ne font pas juste chiffrer les données, mais vont également les télécharger quelques jours, quelques semaines auparavant. Et là, ben, ils vont dire, tu as beau avoir des bons backups, même si tu ramènes tes backups et tes sauvegardes, ben, il va falloir ben, on va divulguer tes données si tu ne nous payes pas la rançon, donc tes prix. Ça, c'est une autre tendance et c'est en augmentation. Maintenant, j'ai deux exemples qui sont arrivés dans l'industrie. Ici, on parle d'une attaque de rançongiciel qui est un fournisseur de postes virtuels. Fait que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans cette situation-là, mais au lieu d'avoir chacun un ordinateur portable dans lequel on travaille dans le day-to-day, c'est l'entreprise, l'organisation qui fournit un poste virtuel qu'on se connecte à distance. Bien, là, lui, c'est un fournisseur qui fournissait des ordinateurs virtuels à plusieurs entreprises. Et là, ben, quand ils ont reçu l'attaque de rançongiciel, c'est l'ensemble de leurs clients. Et là, ben, ils n'ont pas été disponibles pendant une semaine. Toutes les entreprises, tous les employés n'étaient pas capables de travailler. Et il y a certaines données en plus qui avaient été perdues. Si on se met dans le domaine de l'enseignement, ben, on a le Cégep de Saint-Félicien
il y a quelque temps qu'il y avait eu une attaque par rançongiciel, puis ça avait bien sûr affecté l'organisation comme telle pendant une certaine période de temps. Après ça, ben là, on tombe dans les solutions et tranquillement, pas vite, vers la conclusion, mais je pense que je vais utiliser un peu plus que le 45 minutes qu'on avait. On va essayer quand même de garder quelques minutes pour la période des questions. Un problème fréquent, j'avais commencé à en parler, mais c'est les fameux mots de passe. Puis, un des messages que je veux vous passer aujourd'hui, ça va être de faire la différence entre la vie personnelle et la vie au travail et d'avoir des mots de passe différents. S'il n'avait qu'une chose à retenir aujourd'hui, ça serait ça, plus la mise en place d'authentification en 2 étapes, c'est des éléments clés. Et bien, maintenant, avec les visioconférences, on va faire attention à ce qui est affiché en arrière de nous. Ça, c'est à la télévision, il y avait un mot de passe Wi-Fi qui était affiché en pleine, ça c'est sur heure d'écoute aux nouvelles. Fait que j'espère qu'il y a des gens d'informatique qui sont allés changer le mot de passe par la suite. Et bien, on va éviter le partage de mots de passe. Et ce que ça veut dire, c'est que pour éviter ça dans les trucs, c'est que quand on part en vacances, par exemple, ben, on ne donnera pas notre mot de passe à notre collègue pour qu'il accède ou continue un dossier. On va plutôt faire une demande d'accès pour qu'il puisse accéder temporairement au dossier. Et on va éviter aussi l'utilisation de comptes génériques que les personnes vont se partager. Ça ici, j'en avais parlé, c'est que les courriels, on va se rappeler qu'ils ne sont pas faits pour transférer des renseignements personnels. Fait qu'il faut faire grandement attention à ça. On va plutôt vouloir utiliser des outils corporatifs. Ça peut dépendre de votre contexte, mais si votre employeur est plus du type Microsoft, ça pourrait être via Microsoft Teams ou SharePoint, par exemple. Bien sûr, il y a d'autres solutions. Dans les trucs à faire attention, c'est que là, il y a de plus en plus de personnes qui vont accéder à des ressources informatiques avec leur téléphone intelligent ou leur tablette personnelle. Et là, ben, ça veut dire que depuis notre téléphone personnel, on peut, si quelqu'un prend possession de ce téléphone-là, qui n'est pas nous, ben, bien sûr, pour accéder à de l'information de notre organisation. Fait qu'on ne partagera pas notre téléphone à moins de pouvoir surveiller ce que la personne fait. Et là, ici, on peut penser aux conjoints, aux enfants, etc. On va vouloir mettre un bon mot de passe. Puis là, ben, il y en a qui me disent oui, mais là, après ça, il faut que je tape un mot de passe, je veux garder mon PIN. Mais avec maintenant, soit la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, on va le taper pas mal moins souvent notre mot de passe. Fait que personnellement, là, moi, c'est un mot de passe de 8 caractères et plus que j'ai sur mon téléphone. Après ça, on va faire attention où ce qu'on va télécharger les applications. Puis même du côté Apple, il y en a qui pensent qu'il n'y a aucune application malicieuse, mais ça arrive qu'il y a des découvertes. Puis même récemment, il y avait une étude qui démontrait qu'il avait trouvé encore dans TikTok des stratégies pour bypasser des protections des iPhones, puis que ça venait affecter la vie personnelle des gens, une intrusion personnelle dans la vie des gens. Après ça, on pourrait activer des fonctions comme retrouver son appareil. Comme ça, si jamais on le perd, on pourrait, identifier où ce qu'il est ou même lancer une commande à distance pour supprimer les données. Et bien, il y en a qui pensent que ça ne prend pas d'antivirus sur les téléphones, mais oui, ça en prend. Fait que si votre employeur n'en fournit pas un, je vous incite à aller en télécharger, mais vérifiez bien sûr la source. Est-ce que c'est un antivirus fiable? Dans les éléments à faire attention en lien avec l'info nuagique, ben là, il y a beaucoup d'outils infonuagiques gratuits puis qu'on ne pense pas nécessairement à impliquer l'équipe informatique. Mais il faut que l'équipe informatique dans vos organisations ait la chance de voir si c'est une application légitime, voir aussi si quand vous mettez en place des données dans ces outils-là, est-ce que le fournisseur s'approprie ces données-là, surtout s'il y a des renseignements personnels. Fait que ça, on va vouloir qu'ils l'évaluent parce que ben, s'ils ne se sont même pas au courant que le logiciel est utilisé dans l'organisation puis que vous êtes une équipe de 4-5 personnes à l'utiliser, comment ils vont savoir qu'il faut qu'il y ait des accès qui soient retirés quand il y a quelqu'un qui part de l'organisation? Eh bien, on va aussi évaluer, voir est-ce que les informations sont sensibles, etc. Puis là, il va falloir regarder les règles de notre organisation avant de mettre des données dans l'info nuagique.
Eh bien, maintenant, quelques petits trucs un petit peu plus spécifiques sur le télétravail avant de conclure notre conférence d'aujourd'hui. Et bien, en étant à la maison, on avait peut-être le Wi-Fi de notre employeur, mais maintenant, il faut protéger notre Wi-Fi personnel. Fait que, il y a des protocoles que vous entendez peut-être parler. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est au moins le WPA2 ou le WPA3. Fait que ça, vous pouvez vérifier quand vous faites votre configuration de votre téléphone, voir qu'est-ce qui est configuré. Et bien sûr, il y aura la complexité du mot de passe de Wi-Fi. Est-ce qu'il est 8 caractères et plus, par exemple? De mon côté, là, on parle de plus de 60 caractères, hein. Je vous l'avais dit que ma blonde, elle n'aimait pas ça, configurer un nouveau téléphone à la maison. Après ça, ben, posez-vous la question, c'est quand qui a été changé la dernière fois? Est-ce que tous les petits amis des alentours ont eu à taper le mot de passe puis que tout ça, ce beau monde-là est connecté ensemble en même temps que votre poste de travail du bureau? Ben, un des trucs, là, ça pourrait être d'avoir un Wi-Fi dédié. Ça, des fois, il y a des routeurs qui permettent ça. Puis comme ça, vous êtes isolé pour le travail puis la maison. Et bien, le routeur lui-même a aussi un mot de passe. Fait que ça, il faut voir à ce qu'il y ait toutes les bonnes pratiques. Puis, ben, il faut le maintenir à jour. C'est certain que si vous avez plus un routeur dédié par Bell ou Vidéotron, là, c'est plus eux autres qui ont la charge de le mettre à jour. Mais toutes les autres bonnes pratiques que je vous ai parlé, ça, vous avez le contrôle là-dessus. Quelques petits conseils de télétravail. Là, vous avez peut-être sur le même réseau des dispositifs personnels et corporatifs. Fait qu'il va falloir que vos dispositifs personnels soient à jour également pour éviter d'infecter vos dispositifs professionnels. Fait que ça va être un bon élément. Et un équipement de travail, bien, ça reste un équipement de travail. Votre conjoint, vos enfants ne sont pas des personnes qui devraient être autorisées à travailler sur votre équipement de travail. Si vous êtes dans une situation qui demande un voyage ou un déplacement, bien sûr, il va falloir faire attention aux portables et téléphones que vous allez avoir. Évitez de vous le faire voler. Et bien maintenant, quoi faire si on se fait attaquer? Là, je me mets à votre place. C'est certain que oui, il y a des choses que les équipes informatiques, eux, doivent faire, mais un élément important, est-ce que vous savez comment et à qui divulguer? Donc, renseignez-vous dans votre organisation. C'est quoi la procédure si je remarque quelque chose de louche, que je soupçonne qu'il y a peut-être un incident de sécurité? C'est quoi le numéro de téléphone? Est-ce que c'est le même que pour le support informatique ou c'est un différent? Est-ce que je l'ai toujours avec moi? Surtout quand on est à la maison, peut-être qu'on n'a pas toutes les mêmes accès là, à ces ressources-là. Là, si c'est quelque chose qui devient public, ben, il va falloir attendre les instructions de la direction avant de communiquer sur l'incident. Ça se pourrait qu'il y ait un élément spécifique que la direction vous envoie, puis que c'est ça, je vais dire la version officielle, mais c'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas partir dans toutes les directions. Il faut avoir un message unifié, puis il faut laisser le temps au temps. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il va y avoir des équipes informatiques dédiées pour faire enquête et ben, on ne peut pas supposer tant que l'enquête n'est pas terminée. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention un peu et éviter d'aller dans les suppositions. Si on pense spécifiquement aux attaques de rançongiciel, là, puis là, vous voyez un des pop-ups que je vous ai montré tout à l'heure, bien, un des éléments qu'on va peut-être essayer d'éviter, c'est de ne pas nécessairement éteindre l'ordinateur. Parce que qu'en le fermant, ça se pourrait qu'on aggrave la situation. Mais ce qu'on va faire, c'est le débrancher du réseau. C'est pour ça que peut-être dans les médias, vous avez entendu parler, telle usine ou telle organisation a subi une attaque, puis là, ben, ils ont débranché tout le réseau parce que ça évite que le virus se propage. Ça évite aussi que s'il y a des pirates informatiques qui téléchargeaient, bien, qui continuent de télécharger le contenu. Mais ça va permettre aussi aux gens d'investiguer, les spécialistes en informatique, de pouvoir investiguer directement sans que la preuve ait été altérée. Et c'est pour ça qu'on ne voudra pas nécessairement éteindre l'ordinateur. Aujourd'hui, j'espère que vous avez bien apprécié les trucs et astuces que vous avez vus. Rappelez-vous que la cybersécurité, c'est un processus continu. Vous devez être vigilant à tout moment
et bien faire la distinction entre votre vie professionnelle et personnelle. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions? Merci Jean-Philippe. Moi, franchement, j'ai écrit à peu près 10 questions pendant la présentation. Il y en a au moins quelques-unes qui ont été répondues. Mais je vais laisser la parole aux participants parce que si vous êtes comme moi, je vous laisse la préséance pour poser les questions. Des fois, ça va être dans le chat. Il y en a qui peuvent être gênés de poser la question en live. Oui, généralement, écoutez, gênez-vous pas pour prendre la parole. Moi, Jean-Philippe, j'ai une question. Ça m'agace toujours de recevoir des courriels sur mon iPhone, puis je ne peux jamais voir d'où ça vient. Bien sûr, dans ce temps-là, là, j'attends de pouvoir vérifier sur mon ordinateur plutôt, parce que là, je peux voir l'adresse. Mais c'est quoi l'affaire avec Apple qui ne montre pas d'où vient l'adresse de la personne qui écrit? Ouais, personnellement, je n'ai pas d'iPhone, fait que là, je vais revenir à mon conseil de plutôt attendre d'être sur son poste parce que là, les petits trucs techniques sur iPhone, je les connais pas. Mais c'est vraiment ça. C'est des fois, sur téléphone, on pourrait peut-être réussir à sélectionner le lien sans l'exécuter, puis après ça, le coller dans une autre application, puis voir la destination. Donc, ça pourrait être un moyen. Et il existe certains sites web comme Virus Total. Si jamais on soupçonne qu'une pièce jointe contient peut-être un virus, mais qu'on ne veut pas l'ouvrir, là, à ce moment-là, on prend la pièce jointe, on la soumet sur le site Virus Total ou même une URL. Là, je crois qu'on peut mettre une URL aussi. Et là, ils vont regarder dans leur système s'ils connaissent cette pièce jointe-là et est-ce que c'est détecté par un ou plusieurs antivirus. Donc ça peut être un truc là, pour savoir si c'est malicieux. Mais si ça dit que ce ne l'est pas, une adresse web qui est louche et que vous soupçonnez que c'est du phishing, même si ça ne sort pas, je ne vous conseille pas de quand même envoyer vos renseignements. Bon, puis Geneviève demande est-ce que vous avez une recommandation d'antivirus pour l'iPhone? À ce moment-là, nous, de notre côté, là, chez CyberSWAT, on se trouve être partenaire Trend Micro. C'est certain que je vais mentionner que Trend Micro est un antivirus que je sais qui fonctionne sur les iPhones. Mais à voir, il y a d'autres outils gratuits aussi comme Malwarebytes qui fonctionnent probablement autant sur Android que sur iPhone. Et je parlais de Avast dans ma présentation. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une version à la fois Android et iPhone. Est-ce que c'est une bonne idée, Jean-Philippe, de penser que si on conserve son système d'exploitation à jour, on n'a pas vraiment besoin d'un antivirus? Non, il faut à la fois avoir son système d'exploitation à jour, ses applications à jour, parce que ça peut être un oubli. Par exemple, plusieurs personnes ont Adobe Reader ou Adobe Acrobat, là, la version payante, qui a des mises à jour presque à tous les mois. Son navigateur doit être mis à jour. Fait qu'il y a vraiment, si on a 100 applications, il faut surveiller nos 100 applications. Bien sûr, si c'est un poste corporatif, c'est l'équipe informatique TI qui devrait surveiller ça. Mais ça arrive des fois qu'on pourrait avoir un pop-up qui dit « Oups, il y a une nouvelle version qui vient de sortir. » Si vous avez les droits, bien sûr, on va conseiller de pouvoir de les appliquer puis de ne pas attendre avant de redémarrer parce que souvent, c'est en redémarrant que là, on va avoir la pleine protection. Puis ça prend l'antivirus en plus, puis il faut être vigilant en plus. Et puis, qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, moi, c'est parce que les gens ne posent pas de questions. Là. Si vous n'en posez pas, Mais moi, je vais en poser. je crois qu'il y a peut-être Jeannette qui veut poser une question. Là. En fait, bonjour, c'est pas poser une question, c'est juste montrer. Robert, pour voir l'adresse dans ton iPhone, est-ce que vous voyez mon iPhone? Je vois C'est pas mal blanc. Ouais, l'éclairage, il éclaire trop. Il est trop clairvoyant. Il éclaire trop? Je vois, OK. C'est que si tu cliques sur le nom du courriel, puis après ça, tu cliques encore, ça va devenir bleu. Puis une fois que c'est bleu, là, ça va afficher l'adresse. Merci, Jeannette. J'ai appris quelque chose de fantastique. Je vais essayer ça la prochaine fois. Jean-Philippe, brièvement, qu'est-ce que vous pensez
de ces mots de passe-là qui sont conservés par le navigateur Chrome, par exemple? Oui, bien, c'est certain que je vais plutôt conseiller d'utiliser les outils spécialisés, comme je parlais en début de ma présentation, comme KeePass, OnePassword et LastPass. Il y en a d'autres aussi qui existent dans le marché. Ce qui arrive, c'est que pour le navigateur Chrome ou encore dans Edge, dans Firefox également, il arrive parfois des vulnérabilités qui font en sorte que quand on exécute un site web malicieux, il va chercher les mots de passe qui ont été enregistrés dans notre Chrome. C'est là où il faut quand même être vigilant. Mais c'est quand même mieux si jamais quelqu'un n'avait pas déjà acheté son logiciel. C'est quand même mieux ça puis d'utiliser des mots de passe différents que d'avoir le même mot de passe partout. C'est un genre d'entre-deux, mais je ne le conseillerais pas officiellement. Merci. Alors, écoutez, moi, j'ai encore plein de questions, mais on a dépassé l'heure. On a bien profité du temps de Jean-Philippe, puis j'ai envie de le retenir comme un consultant permanent pour informer les gens du REFAD parce que, comme vous l'avez dit, Jean-Philippe, en début de session, c'est une situation qui évolue, hein, puis ça n'arrête pas de changer avec des nouvelles failles ou des nouvelles tactiques. Donc, on aime ça, être au courant. J'ai trouvé que vous êtes quelqu'un de vraiment très informé. Peut-être en terminant, puis c'était une autre de mes questions, parce que je sais que moi, je suis au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, il y a quelques 5 années de ça, avait beaucoup misé sur la formation des étudiants en cybersécurité parce qu'ils pensaient que c'était un domaine d'avenir. À ce propos-là, est-ce que votre parcours de formation est un parcours typique? Est-ce que c'est quelque chose que sans penser à votre bac de l'Université de Sherbrooke, mais par la suite, vos certifications. Est-ce que c'est le genre de parcours que vous recommanderiez? Moi, j'ai plutôt un parcours atypique, mais je suis rentré sur le marché du travail, j'avais une attestation d'études collégiales juste dans le domaine de l'informatique. Et plus tard, après avoir accumulé des années d'expérience, là, je suis allé chercher, puis c'était pas un bac, c'était même une maîtrise. Puis là, il y avait eu une reconnaissance des acquis et tout ça. Fait que je suis allé chercher une maîtrise qui était spécifique dans le domaine. Mais par contre, le volet des certifications était complémentaire. Ça me permettait à court terme de faire une démonstration à mon employeur. Mais vu qu'il y avait quand même une demande d'avoir des diplômes officiels, bien là, j'ai dit, OK, oui, il y a les certifications, mais il y a les diplômes. Fait que c'est là que je suis allé chercher ma maîtrise. Bien, on va s'en tenir à ça en vous remerciant, M. Racine, pour cette excellente présentation, très généreux de votre temps et de votre information. Puis, j'encourage les gens qui restent encore avec nous. Là, il y en a beaucoup qui sont déjà partis, mais n'hésitez pas à contacter CyberSWAT si vous avez besoin d'aide sur différentes choses. Et on vous remercie là-dessus. On se quitte et l'enregistrement sera bientôt disponible. M. Racine va aussi nous envoyer sa très belle présentation qu'on partagera avec vous. Alors, merci à tous et au revoir. Merci, Jean-Philippe. Merci. Puis juste en guise de conclusion de mon côté, justement, ceux qui voudraient nous suivre, on a une page Facebook au nom de CyberSWAT. On a également une page LinkedIn au nom de CyberSWAT pour ceux qui seraient plus LinkedIn. Et on écrit régulièrement des articles de blog. Fait que vous avez le lien dans la présentation pour voir c'est quoi nos différents articles qu'on écrit de temps à autre. Fait que, merci bien. Sur ce, on souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Merci beaucoup et au revoir à tous. Bye bye.